Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau format, un podcast en 4 actes. Un nouveau format sur la bulle podcast éphémère puisque ce podcast a été réfléchi pour faire 4 épisodes. Un épisode par semaine en compagnie de Andrina et Alexandre. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Andrina, si tu devais te présenter en un film et en une série, ça serait... Le film, ce serait Cinéma Paradiso, qui est mon film préféré du moment, je pense. Et la série, bon, pas très originale, mais Breaking Bad. Et Breaking Bad. Pour toi, Alexandre, même question. Si je devais me présenter en un film, ça serait Vertigo d'Alfred Hitchcock, puisque c'est un des films qui m'a fait commencer le cinéma. Et en série, je vais essayer de dériver un peu plus et de pas dire la même chose que Andrina. Ça serait Mister Robot. Et Mister Robot. Et bien voilà, vous avez affaire à deux cinéphiles. Ça sort du haut de leurs 20 ans du Vertigo et du Cinéma Paradiso. Alors que moi, j'aurais cité dans un premier temps la Tour Montparnasse Infernale, peut-être avec Eric Judor et Ramsey. Mais bon, voilà. Vous allez avoir l'occasion de mieux les connaître, en tout cas, Andrina et Alexandre, dans ce podcast en 4 actes. Si la belle bouille de Maxime vous manque, ne vous inquiétez pas, il est en convalescence après avoir pris un uppercut avec la dernière bande-annonce de Spider-Man. Il va revenir plus fort, mais on a toujours cette série de notre Top 100 All-Time qui suit son cours, Top 100 All-Time de nos films préférés. Au moment où cette vidéo sort, le prochain épisode sort demain. Donc voilà, si vous voulez voir un peu et faire le plein de recommandations, suivez cette série de podcasts. Et puis si jamais, avec Maxime, on se penche déjà sur le prochain épisode de Name Drop. Donc pas d'inquiétude. Mais revenons à ce podcast en 4 actes. On va commencer, et là si vous nous regardez, vous êtes dans l'acte 1, le premier épisode de cette série, qui va se faire du coup en 3 parties. La première partie, ce sera, on l'a appelé Top 4 Letterboxd, tout simplement parce que on a un peu regardé tous les trois les top 4 de chacun. Et l'idée, c'est que sur ces 4 épisodes, on aborde 3 de ces films, à chaque fois un d'Andrina, un d'Alexandre et un des miens, et qu'on puisse analyser ces films, les critiquer. Donc c'est un peu la crème et la crème du cinéma qu'on aime, finalement. Et chaque semaine, on a rattrapé les films. Voilà, par exemple, moi, j'avais pas vu ceux de Andrina et de Alexandre, donc on a rattrapé ça. Et puis, du coup, ça nous permet de voir s'il y a des similitudes entre ces films, mais pas forcément. L'idée, c'est qu'on a quand même un fil rouge sur ces épisodes. Cet acte 1 et le fil rouge, c'est la mise en scène, qu'on va aborder dans un espèce de débat libre dans la deuxième partie du podcast. Et puis, on finira avec un jeu sur ce thème de la mise en scène, un jeu où on va faire un bracket des meilleures scènes d'ouverture de films. On n'a pas pu toutes les sélectionner, mais à partir du cinéma que l'on a vu encore une fois tous les trois, on a choisi 8 scènes d'ouverture qui nous ont marqué tous les trois, et l'idée ça va être de remonter dans un jeu qui va être horrible, d'éliminer des superbes scènes d'ouverture pour décider à la fin quelle est la meilleure scène d'ouverture selon nous trois. Voilà le programme de ce premier épisode. On va commencer sans plus attendre avec le top 4 Letterboxd. Les films que nous avons sélectionnés pour vous, mais surtout pour nous, ce sont The Father de Florian Zeller, qui est moi mon film que je vais pas défendre parce qu'il n'y a il y a pas de choix, mais en tout cas que je vais un peu plus vous présenter et introduire. On a Possession d'Andrzej Żuławski, un film sorti en 1981, c'est le film d'Alexandre. Et ensuite, nous avons Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, qui est le film d'Andrina. On va commencer du coup par analyser The Father. Donc The Father de Florian Zeller, c'est un film qui est sorti en 2020. C'est le premier film de Florian Zeller qui est un metteur en scène français. C'est tout d'abord un metteur en scène de théâtre, Florian Zeller. Il n'avait jamais fait de film avant et sa pièce de théâtre est en français, Le Père. Mais lorsqu'en fait il a voulu, et c'était une volonté qu'il avait depuis un moment de vouloir faire un premier film et de vouloir adapter sa pièce de théâtre Le Père, il a choisi de le faire en anglais pour la simple et bonne raison qu'il voulait Anthony Hopkins dans son film. Et donc du coup il a fait le choix d'appeler son personnage principal Anthony
pour espérer avoir Anthony Hopkins dans son film, ce qu'il va avoir, il va avoir accomplir son rêve et va avoir Anthony Hopkins au casting, aux côtés d'une Olivia Colman aussi, qui est une actrice reconnue, a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La Favorite de Yorgos Lanthimos, je pense quelques temps avant. Mais du coup, c'est dans cette aventure que va se lancer Florian Zeller. Florian Zeller, il a du coup une pièce de théâtre à adapter en film et il dit que le piège d'un metteur en scène de théâtre, c'est de vouloir, quand on passe au cinéma, ajouter des scènes en plus extérieures qui sortent un peu de ce cadre huis clos. C'est le piège dans lequel il va pas tomber, puisqu'il a dit que finalement, ce huis clos lui allait bien et permettait de faire une sorte de prison mentale autour du personnage d'Anthony Hopkins. Et qu'en fait, c'était très bien que dans la mise en scène de son film, on parle du coup de mise en scène, on ait ce huis clos qui, à chaque fois, les scènes qu'on va avoir vont frôler entre le réel et l'irréel. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir et d'être dans la tête de ce Anthony Hopkins qui est atteint de démence. C'est le postulat de départ du film, c'est le synopsis. Et voilà, et du coup, c'est comme ça qu'il va faire ce film. Ce film va obtenir 2 Oscars, ce qui est rare quand même pour un premier film. Mais l'Oscar du meilleur acteur va être attribué à Anthony Hopkins pour la deuxième fois de sa carrière après Le Silence des agneaux. Et Florian Zeller repartira également avec le prix du meilleur scénario adapté pour l'adaptation de sa propre pièce de théâtre. Vous avez vu tous les deux ce film ces derniers jours, Andrina et Alexandre. Andrina, je vais te laisser commencer. Est-ce que déjà tu as aimé ce film? Oui, j'ai adoré ce film. J'ai adoré la mise en scène et la façon dont on se perd dans son propre appartement, en fait. C'est presque un Ouais. huis clos, donc on reste toujours dans cet appartement, mais on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, c'est ça que j'ai adoré. Il y a Et la dans ce travail un peu de huis clos, Alexandre, il y a cette cuisine, il y a ces décors qui évoluent, qui changent, on retourne en arrière, on avance. C'est aussi l'une des choses avec lesquelles s'est amusé Florian Zeller dans ce film. Ouais, complètement. Personnellement, moi, j'ai regardé le film hier soir. Ouais. En même temps que dans la semaine, je préfère regarder les deux films d'affilée comme ça. Hier soir, j'étais à chaud et ce matin, j'ai déjà tout. Et j'avais beaucoup d'a priori au début. Quand j'ai vu qu'Anthony Hopkins avait obtenu l'Oscar et tout, je m'attendais vraiment à quelque chose de très cool. Et j'ai pas été déçu. Franchement, en fait, on pense qu'au début, on part sur un postulat d'une récréation d'une pièce de théâtre qui va être assez basique. Mhm. Mais en fait, pas du tout. On tourne vers une limite de surréaliste, de quelque chose. On voit que à chaque scène différente, il y a un décor qui change, Ouais. un meuble qui bouge, une couleur de mur qui change, un tableau qui n'existe plus. Mhm. Et je trouve ça génial. Et on voit que tous les acteurs aussi sont mélangés, Ouais. plus personne n'a sa place. Et je trouve ça génial. Est-ce que vous... Parce que c'est un film, moi, pour l'avoir vu, c'est la deuxième fois que je le voyais. Je l'ai rattrapé hier pour bien l'avoir en tête. Mais quand je l'ai vu, j'ai pas... il m'a fallu quand même, je pense, une bonne 45 minutes pour un peu comprendre le sens de ce film. Parce qu'au début, je sais pas si ça a fait pareil avec toi, Andrina, on est un peu perdu entre un personnage qui s'appelle Paul. Puis en fait, au début, on nous dit que ça part à Paris. Puis en fait, on se retrouve dans le salon. Comment toi, tu as réussi à comprendre ce scénario? Est-ce que pour toi, c'est un scénario qui est difficile à comprendre et en fait, faut attendre le dénouement pour un peu comprendre aussi de quoi il s'agit? Ou en fait, tu arrives vite à te rendre compte qu'on est dans la démence d'Anthony Hopkins? Au début, on se pose des questions, on se dit, enfin, on comprend que ce personnage, il est malade, il a des soucis, mais il y a tout qui porte à confusion dans la mise en scène. C'est qu'il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, il y a des objets dans la pièce qui apparaissent et qui disparaissent. Hmm. C'est pareil pour le personnage de Lucie, sa sœur. On ne Ouais. sait même pas si elle existe, on ne sait pas s'il raconte n'importe quoi. Puis des fois, on est un peu antipathique envers lui parce que comment il parle à sa fille. Hmm. Et je pense que c'est un peu comme un puzzle où il y a toutes les pièces qui s'assemblent et à la fin on se dit bah oui on est vraiment dans sa démence quoi. Moi j'ai compris un peu au fur et à mesure, mais on se pose des questions tout le long et je m'en suis beaucoup posée. Toi aussi, Alexandre, la partie scénario, parce qu'en fait, on va un peu parler de scénario et de mise en scène, mais parce que
et même de montage, parce qu'il y a aussi dans l'enchaînement des scènes, des fois on a des scènes qui commencent et en fait on est dans une espèce de boucle. La scène où par exemple il prend en flag sa fille, pardon, et son Connais-toi. mari en train de parler de lui en disant qu'il faudrait le placer. On a un début de scène et en fait on fait bien 15 minutes avant de retourner au postulat de départ où il les prend en flag. Toute cette mise en scène-là et cette construction du scénario, toi aussi c'est quelque chose qui t'a plu dans le film? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Parfois, c'est un peu subtil et parfois on comprend vraiment direct et Hmm, c'est annoncé et on veut pas trop garder le secret. Enfin, même si c'est vers la fin, par exemple, hmm, juste que Laura, du coup, l'aide-soignante, hmm. qui de base, enfin, disait tout le film qui ressemblait Oui, à sa petite fille défunte qu'on comprend. On nous l'annonce directement après, quand il réouvre les portes encore, on se perd dans l'espace et il hmm. arrive dans son hôpital, dans Ouais, l'hôpital où je suppose Lucie est morte, ouais, pardon. Du coup, et là, on comprend qu'en fait, Laura, c'est une illusion depuis le début, hmm. où c'est pas vraiment son vrai visage et qu'il a imaginé le visage de sa petite fille durant tout le long. Ouais, voilà, exactement. Il y a ces personnages qui se confondent. On a une Anne au début, puis on a une deuxième Anne qui arrive avec son mari Paul. Et en fait, on comprend à la fin que ces deuxième Anne et ce premier Paul, parce qu'il va y avoir un deuxième Paul, sont en fait les personnes qui s'occupent de lui depuis plusieurs semaines dans cet EHPAD ou dans cet hôpital psychiatrique. Et qu'en fait, son réel là, on le comprend à la fin, en fait, d'où viennent tous ces personnages, comment ils se confondent qu'à la fin, en fait, ça fait plusieurs semaines, et nous, ça fait on sait pas si ça fait quelques jours, peut-être 2, 3 jours qu'on est dans la tête d'Anthony Hopkins, parce qu'il y a quelques ellipses aussi, mais on comprend qu'en fait, il confond cette tête soignante avec sa fille, mais aussi du coup avec celle qui va s'occuper de lui chez lui. On ne sait pas s'il est dans son appartement, si on est dans celui de sa fille. Il y a 3 appartements, en fait, il y a 3 cuisines parce qu'on passe quand même pas mal de temps dans la cuisine. On a d'abord la sienne, celle un peu marron avec ses carreaux, puis ensuite on va avoir la même cuisine mais dans une autre couleur avec d'autres façades, et puis on va finir dans une plus petite cuisine avec une petite table qui est plus la grande table du milieu, pour finir ensuite tout simplement dans cet hôpital. Moi, c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Tu vois, en l'ayant vu qu'une seule fois, je l'ai mis dans mon top. Je crois qu'il est dans mon top 100, mais je crois qu'il doit être genre dans les places 25-20. Et j'en avais un tel souvenir à la fois d'émotion, parce que les dernières scènes de Anthony Hopkins sont vraiment bouleversantes. Et je pense qu'il va Ah ouais. aussi chercher un Oscar sur ce côté émotion-là qui va nous mettre à la fin avec ces crises de larmes qui sont ultra touchantes. Mais aussi, ouais, je me rappelle avoir été un peu malmené par un scénario, mais tout en essayant de le comprendre, en ayant plein d'éléments qui me font à la fois comprendre vite qu'il s'agit de la démence et peut-être même du point de vue d'Anthony Hopkins, mais tout en ne sachant pas si ce que je suis en train de comprendre maintenant va être mis en cause dans quelques minutes, parce que on est encore une fois sur une scène irréelle. Un peu votre conclusion sur ce film-là, toi, Andrina, c'est un film que tu conseillerais autour de toi? C'est un film que tu aimerais analyser ou quoi? Comment ce film va évoluer ensuite? C'est carrément un film que je conseillerais parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. On passe par beaucoup d'émotions. C'est un peu comme une énigme en fait, et moi j'adore. Du Hmm. coup, oui, je le conseillerais et l'analyser, pareil, j'adorerais vraiment. J'ai beaucoup aimé ce film. Tu vas nous parler de Possession, l'ami Alexandre, un film que moi j'ai rattrapé hier, que Andrina avait déjà vu également, un gros morceau, puisque c'est un des premiers rôles de Isabelle Adjani aussi. Parle-nous un peu de ce film. Possession, c'est un film qui a été tourné enfin, réalisé par Andrei Zulawski, qui a fait aussi d'autres films connus comme On the Silver Globe, qui est très un peu controversé quand même, ce réalisateur, il est très, très compliqué et très dur lors des tournages. Mhm, Et ça a été tourné pendant la guerre froide, encore quand il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest. mhm. Et on suit l'histoire de Marc et Anna, un couple qu'on voit qui est instable. Marc est un agent secret de Berlin-Est qui rentre d'une mission de Berlin-Ouest et qui rentre et qui se rend compte que sa femme, du coup, Anna, jouée par Isabelle Adjani, veut le divorce.
Et ça va être, ce film, ça va être tout sur ça, sur cette phase de divorce, sur la séparation entre les deux. Il y a cette métaphore de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Enfin bref, j'en parlerai après, mais voilà, c'est à peu près ça l'intrigue du film. Euh, Toi, Andrina, quelle a été ta première émotion lorsque tu as vu le film? Est-ce que c'est déjà un visionnage qui t'a plu? Parce que c'est quand même voilà, un sacré morceau de surréalisme, d'horreur aussi, sur ce couple qui voilà, se sépare finalement. Moi, je l'ai découvert en cours. On avait fait une analyse de séquence. Donc, c'était la scène de la dispute au tout début. Mhm. Et ensuite, dans le restaurant, quand il pète un câble les deux. Et Mhm. ensuite, quand elle crie dans le métro. Ouais. Enfin, la scène ouais, de fausse couche. Quand j'ai vu ça, j'avais vraiment trop envie de le voir en entier. Donc, je l'ai regardé. Et je trouve que c'est un film vraiment réussi parce que il est oppressant, il est malaisant. Mm. Il est en fait, presque on comprend pas, tout est métaphorique, mais c'est réussi dans la mise en scène et dans ce qu'il veut faire, ressentir au spectateur. Moi, Après, je c'est trouve. Ouais, pas un vas-y, film que vas-y. je recommanderais à tout le monde. Ouais, c'est exactement ce que j'ai mis sur Letterboxd. J'ai mis film réussi que je ne recommande pas. Parce que c'est vraiment un film. Je pense qu'il faut avoir quand même déjà poncé un peu du cinéma ou alors aimer le cinéma d'horreur. Parce que si vous êtes aussi quelqu'un qui aime vraiment ce genre-là, c'est quelque chose qui va vous surprendre, à mon avis. La mise en scène est vraiment très réussie. Et tu vois, on a essayé de faire un peu un fil rouge, essayer de regrouper des films, mais sans avoir vu forcément les films des autres. Donc c'était un exercice pas forcément évident. Mais tu vois, quand je vois Possession, effectivement, la mise en scène, moi, est l'un des grands points forts de ce film. Tu parles de la scène du restaurant, qui est une parfaite symétrique entre les deux personnages. Il y a aussi cette créature qui est extrêmement folle dans un noir d'abord quand on a l'espèce de détective privé qui suit Isabelle Adjani, puis dans quelques minutes plus tard on la voit beaucoup mieux, puis ensuite on se dit mais attends il y a deux créatures, parce qu'il y en a une tout en tentacule et il y en a une tout en enfin physique en fait avec une silhouette humaine. Ce film-là, moi, m'a vraiment. En fait, ça a été une angoisse. Plus le film avançait, plus ça devenait vraiment angoissant. Les cris tout le long d'Isabelle Adjani aussi renforcent ce côté-là. Il te laisse vraiment pas respirer parce qu'en fait, on est dans cette crainte, dans cette peur. D'abord, on se dit, bon, finalement. On est dans une séparation assez classique. Il y a quelqu'un qui souhaite se séparer, l'autre a réagi en étant dur finalement, mais aussi subi cette tromperie et cette séparation. Donc on est plutôt dans un climat très très compliqué entre deux personnes qui se séparent, mais on n'a pas encore ce côté surréaliste qui arrive. Et puis peu à peu, et je trouve que c'est très bien fait, un peu comment on va rentrer dans ce truc, comment on va accepter le fait qu'on n'est plus dans une situation réelle, mais qu'on est dans un film surréaliste. Et voilà, et puis après, on a une deuxième partie de film qui est beaucoup plus angoissante, qui est beaucoup plus dans les codes de l'horreur. Mais Alexandre, je pense que tu vas bien mieux en parler de moi, vu que c'est un film qui, toi, t'anime profondément. Pourquoi ce film fait partie déjà de ton top 4 Letterboxd? Je l'ai vu il y a, je crois, un an et quelques, un peu moins. Mhm. Je sais plus à quelle occasion je l'avais regardé. Je crois sûrement à la recommandation d'un de mes potes. Et plus que du traumatisme, moi, il m'avait fasciné ce film. Mhm. Il m'a vraiment, enfin, j'ai développé une fascination pour lui. En parlant de la mise en scène, cette caméra comme personnage qui va chercher tout le monde, Mhm. qui tourne un peu comme tout le monde, Mhm. et tellement aussi d'éléments qui perturbent, par exemple, dans ce que tu disais, dans la post-dépression de Sam Neill, Marc, après le divorce. Mhm. On dirait qu'il n'y a plus trop d'importance. Les dialogues, ils sont hyper froids. Il n'y a pas de d'overreact comme, Mhm. comme un acteur pourrait le faire. On dirait que tout est relatif et je trouve ça génial. Et sûrement après aussi, enfin, il y a des scènes, je ne peux pas me le sortir de la tête. Mhm. La scène du métro, moi, ça a été un choc, mais vraiment un très gros choc. Et en m'étant renseigné, il y a plein d'anecdotes dessus. Isabelle Adjani, elle s'est vraiment blessée. Pour Ouais. le coup, elle s'est blessée intentionnellement. Elle avait des bleus partout après. Zulaski, pour mettre dans la peau du personnage, il leur gueulait dessus et limite les agresser physiquement. Mhm. Enfin, les taper physiquement pour se mettre dans le truc.
Et Isabelle Adjani, après le film, a annoncé qu'elle fera plus jamais un rôle comme ça et que ça l'a vraiment traumatisé, quoi. Ouais, ouais, c'est Et des. même cette métaphore du monstre qu'on comprend pas trop, je trouve ça vraiment incroyable. Bah, vous qui avez analysé ce film en cours, quel un peu point vous pouvez mettre en avant qui serait voilà, dans ce côté métaphorique où moi j'ai peut-être pas toutes les clés de lecture. Là, dans les scènes par exemple du métro, ce personnage-là aussi, Andrina, toi, qu'est-ce que tu as retenu un peu de l'analyse de ce film? Mais que c'était une métaphore sur la fausse couche, sur le. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Bah, la couche d'un démon, en fait, Hmm, en plein métro. Et c'est très très malaisant, je trouve aussi. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. ouais. Après, il y a aussi la métaphore autour de tout ce qui est l'adultère, la tromperie. Enfin, il y a toute cette thématique-là Mhm, qui est vraiment bien mise en scène et sur le fait que quand il rencontre l'infirmière, comment ça s'appelle déjà? Bah, l'homme, quand il rencontre l'infirmière, ce soit un peu une version beaucoup mieux que sa femme mhm. qui est prête à abandonner sa famille. Et ça Alexandre, perd toi? aussi. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui te perdent. Et enfin, Oui. moi, je trouve ça aussi, ça résume très bien la métaphore un peu de la folie et du vide. Enfin, on voit beaucoup Isabelle Adjani et même Marc Mm, courir dans des appartements vides, dans des couloirs, mm, etc. Il y a aussi ce côté d'exorcisme. ouais. On voit Isabelle Adjani aller à l'église, aller devant juste avant la scène du métro, Mm, parler de la foi et du destin, qu'on peut relier aussi à ce deuxième personnage joué par Isabelle Adjani, mhm, la maîtresse de l'école, mhm, avec elle, les yeux verts. mhm. Et c'est très perturbant. C'était la foi et le destin, je crois, elle parlait de ça, et ça, le hasard et le destin, voilà. Ok. Et ça se rapproche à ces deux personnages, enfin joués par Isabelle Adjani, mais qui sont complètement différents. Et voilà. On va parler d'un autre film, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, sorti en 2006, qui est un film qui se passe en 2027, d'après les Bientôt. projections d'Alfonso Cuarón. Ce à quoi pourrait ressembler 2027, c'est toi qui vas nous le présenter d'abord, Andrina. Donc, Les Fils de l'Homme, oui, c'est un film qui a été réalisé par Alfonso Cuarón, qui a fait aussi Y tu mamá también, Harry Potter 3, Le prisonnier d'Azkaban, Mhm, ou Gravity. Donc, c'est un film dystopique qui se passe en Angleterre, au Royaume-Uni. Et on suit Théo qui va parcourir un monde dystopique où c'est. Je vais recommencer. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Donc, c'est un film où on suit Théo, qui vit dans un monde dystopique où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, elles ne peuvent plus tomber enceintes, donc il n'y a plus de bébés. Mhm, Et au début du film, en fait, c'est la personne la plus jeune du monde, qui est à la vingtaine, qui décède. mhm, Et donc là, il y a des mouvements politiques et là, le monde est ravagé en fait par les guerres, par la maladie, par la pollution, par tout ça. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est son approche presque documentaire, en fait. Il a vraiment abordé son sujet dystopique comme si c'était un documentaire. Et vu que moi, j'ai un penchant pour les documentaires, j'ai vraiment adoré ça. mhm. La façon dont tous ces plans séquences qu'il y a, Ouais. euh, à hauteur d'homme, ou même des petits détails qui changent tout. Par exemple, dans la scène finale, il y a du sang sur l'objectif, donc on a vraiment l'impression d'y être, quoi. Mhm. Tout ça dans un plan séquence où on a le point de vue de quelqu'un qui est sur le terrain. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Voilà. Et j'adore les dystopies aussi. Toi, tu l'as rattrapé hier, Alexandre. Quel est un Ouais. peu ton regard sur le film? Ouais, j'ai adoré le film. Vraiment, franchement, très bonne recommandation. J'adore. Et ouais, pareil, ce qui m'a marqué un peu comme Andrina, cette utilisation des plans séquences, Mm, ouais, délire. Le dernier plan séquence de 6 minutes de fin, là, mm, avec la caméra en 360 dans les délabrements, là, c'est un truc de malade. C'est un film aussi touchant. Enfin, moi, j'ai lâché une petite larme quand même à la fin, sans mhm, trop spoiler, jamais. Et sinon, ce que j'ai adoré, ce qui m'a beaucoup impressionné et qui est pas, enfin, pas souvent fait, c'est ouais, cette importance aux détails en arrière-plan. mm, C'est qu'en fait, on utilise rarement des objectifs à longue focale où il y a vraiment que le sujet principal, en l'occurrence Théo qui est net et derrière c'est flou. Là, mm, vraiment, tout est mis en scène
et tout a de l'importance. Derrière les réfugiés qui crient, cette dystopie en arrière-plan, et c'est ça aussi qui m'a marqué et que je trouve hyper intéressant et qui rapproche du coup cet aspect documentaire dont parlait Andrina. Ouais, moi je vous rejoins complètement sur cet aspect-là aussi. C'est une prouesse de mise en scène et de plan séquence parce que on a ce côté, c'est pas un 1917, un film sur lequel je vais revenir évidemment quand on va parler de mise en scène, mais tu vois, c'est un film qui a été fait bien avant 1917, mais il y a ce côté où on suit un Théo quasiment à la troisième personne, là, en le regardant avancer. Et oui, ces plans séquences sont entrecoupés de quelques scènes qui nous posent un peu le rythme et qui nous permettent de faire des ellipses, parce que l'idée, c'est pas de faire un film qui se passe en 1 heure et demie, mais plutôt raconter sur une courte période quand même ce scénario-là. Mais il y a énormément de scènes qu'on vit de bout à bout, comme la scène où il s'évade de cette maison-là, où on part vraiment de la fenêtre pour aller jusqu'à au-delà du chemin où ils arrivent à s'évader avec cette voiture qu'ils n'arrivent pas à démarrer. Il y a beaucoup de scènes comme ça et tu dis faire des. Moi, j'aime beaucoup le plan séquence et il y en a des récents qui m'ont vraiment matrixé, comme dans la série The Bear avec un plan séquence d'un Ouais. rush en cuisine. Mais là, Ah ouais, mais qui reste des plans séquences de huis clos où on est sur de la chorégraphie de mouvement, qui sont aussi des prouesses. Mais là, on a vraiment, comme tu l'as dit, Alexandre, des décors en arrière-plan, mais qui sont dingues. Et d'arriver à faire des décors aussi vastes de monde dystopique tout en étant dans une chorégraphie de plan séquence, moi je trouve que c'était assez prodigieux. Et c'est ce qui fait passer un film qui, à l'allure, peut un peu faire penser à des films un peu d'action très trendy de ces années 2000. Tu dis, bon, oui, c'est un film d'action comme un autre, dans un monde un peu dystopique et tout. Mais je trouve que cette prouesse technique, elle est tellement dingue que ça fait vraiment passer le film dans une autre sphère, non, dans la catégorie film vraiment mémorable. Ce monde dystopique, j'aimerais qu'on l'aborde aussi parce que dans la mise en scène, dans tout ce qui a été fait par Alfonso Cuarón, c'est vraiment quelque chose où voilà, on se dit, bon, en 2006, penser qu'en 2027, ça puisse. Déjà, c'est assez marrant quand on rattrape un peu ces années-là et que nous, on arrive dans ce futur extrêmement proche, qu'on voit que bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Mais en tout cas, il y a une vraie. Il y a un vrai monde en fusion, qui est aussi un monde actuel qui est un peu comme ça, avec, bah voilà, on voit aussi des scènes très très fortes, toujours en plan séquence, comme la scène où ils se font attaquer, on part d'une banale conversation en voiture, puis d'un seul coup ils se font voilà, prendre au piège par toutes ces personnes qui viennent les attaquer. Andrina, toi, ce film-là, pareil, tu l'as découvert il y a longtemps ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Il y a moins d'un an, je pense que je l'ai vu ouais, vers septembre Ok. 2025, ça fait quelques Et, mois. et qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui fait que ce film fait partie de ton top 4 Letterboxd? Bah, c'est complètement cet aspect presque documentaire et la mise en scène. Enfin, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai adoré, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, ces plans séquences, la façon dont on suit les personnages comme si on était avec eux, Hmm. même bah, l'enjeu du film avec protéger cette femme qui a un bébé. Mhm. C'est Et, ça que j'ai adoré. Les et personnages sont hyper bien écrits aussi. Alexandre, dans ce bébé-là en question, elle l'a introduit tout à l'heure, Andrina. Le point de départ, c'est ce Diego, cet enfant, enfin, ce jeune adulte de 18 ans. Et en fait, on ouais. a un truc de comme si c'était le sauveur de la nation, quand bien même les gens ne peuvent plus avoir d'enfants. Mais cette personne-là, en fait, est dans ce monde quasiment apocalyptique, c'est la superstar mondiale, c'est la personne la plus jeune du monde, en fait. Et lorsque cette personne-là décède, et qu'on découvre quelque temps après, nous, en tant que spectateurs, qu'il y a cette femme-là qui porte la vie, à savoir, on ne sait pas hein, d'ailleurs si cet enfant sera capable de naître, mais en tout cas, elle est symbole d'espoir. Nous, on se rend compte que effectivement, en fait, il y a ça. Même les personnes qui veulent tuer toutes les personnes autour d'elle, il ne faut surtout pas la toucher. Elle représente la vie et c'est vraiment l'espoir mondial que représente cette femme-là. Et personne ne veut se l'accaparer, mais c'est plutôt la défendre coûte que coûte. Ouais. Ouais, mais grave. Et en parlant aussi de ça, ce truc de maternité et de bébé, je me suis rendu compte à la fin, en fait, il y a une sorte de métaphore avec les animaux
Enfin, Mhm, par exemple, la scène justement où elle révèle à Théo qu'elle a un enfant, c'est fait dans un environnement où, avec toutes les vaches dans la grange. mhm, Et après encore, on retrouve la scène où elle accouche mhm, derrière, en arrière-plan, pardon, en son, on a des bruits d'animaux, de coqs, de poules. mhm. On a tout ce truc de militantisme de la vie en général, même chez les animaux, de cette défense. Et je trouve ça fou. Et en reparlant du pragmatisme, justement, du film, moi, je l'ai surtout vécu au début du film, sur la mort dans l'embuscade, je sais plus comment elle s'appelle, la dirigeante des militants. De l'actrice, en tout cas, c'est Julianne Moore qui joue ce Ouais, rôle-là, ouais. c'est Elle plus s'appelle Julienne dans le film aussi. Julia aussi, ouais. Ben, ce truc de pragmatisme, on dirait qu'on s'attache au personnage dès le début. Hmm, Les Mm. 30 premières minutes, on dirait qu'elle va avoir une énorme Important. importance pour la suite. Ouais. Et en fait, on la zigouille direct. Hmm. Enfin, Ouais. en fait, non, on pose pas ça. On pose pas ça là. On fait un choix et je trouve que c'est hyper justifié dans ce film. Surtout quand en plus tu donnes au casting, Julianne Moore, même Michael Caine sont des grands acteurs du cinéma et on leur prête des seconds rôles. Moi j'aime beaucoup le personnage de Michael Caine aussi, les scènes avec sont vachement marrantes. J'aime bien ce Michael Caine en hippie. Mais en tout cas, voilà, c'est un film aussi qu'on vous conseille. Donc voilà, j'espère que vous les avez vus parce qu'on a été un peu dans l'analyse et dans le spoil. Mais si malgré tout ça vous donne envie de voir ces films, voyez-les. On va en continuer sur la deuxième partie un peu de cet épisode avec du coup un sujet sur la mise en scène. Qu'est-ce que c'est déjà un peu la mise en scène au cinéma? C'est tout simplement la manière dont un film se construit visuellement et narrativement par le metteur en scène, le réalisateur. C'est à la fois les placements des acteurs face à la caméra, le cadrage aussi, si on est sur du gros plan, du plan large, les angles en tout cas de la caméra, les mouvements de la caméra aussi font partie de la mise en scène, travelling, plan séquence, caméra à l'épaule, les décors et les costumes évidemment, et aussi le rythme de toutes ces scènes. On va un peu approcher du montage, mais qui est une caractéristique aussi à côté. Mais en tout cas, la mise en scène fait partie intégrante du cinéma. Des fois, elle est l'objet de spéculation, d'analyse, d'interprétation aussi, puisque des fois, il y a des choses qui laissent place à l'interprétation. Quel est votre rapport, vous, avec la mise en scène? Andrina, je vais commencer avec toi. Est-ce que c'est le point auquel toi, tu fais le plus attention lorsque tu regardes un film, ou est-ce que tu aimes d'abord te laisser porter par un récit et après faire attention aux détails pendant un visionnage? Toi, comment, en tant qu'étudiant dans le cinéma, tu interprètes ça? Moi, je pense que ouais, je fais beaucoup attention à la mise en scène parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par la façon dont c'est filmé, par la façon dont les décors sont placés. Bah, par exemple, dans The Father, il y a presque tout qui est dit par la mise en scène. Mm, Et c'est important pour comprendre le style du film d'emblée, comme dans Children of Men, où directement on va comprendre où on est, ce qu'on va voir. mhm, Et mais c'est peut-être pas le point qui me marque le plus. ouais, Ce qui me marque le plus, je dirais que c'est les personnages et comment ils sont approfondis et les relations entre les personnages, enfin toute cette caractérisation-là. Je pense ouais. que c'est le point qui m'intéresse le plus, en tout cas, moi, dans le cinéma. To- Mais sinon, la Toi, mise en scène, je regarde beaucoup. toi, la mise en scène, Alexandre, c'est un détail, des détails, parce qu'il y a tellement de choses qui sont inclus dans ce grand terme qui est la mise en scène. Mais en tout cas, toi aussi, c'est quelque chose auquel tu portes attention. Pas forcément, finalement. Moi, je suis plutôt, même si en école de cinéma, depuis le début, beaucoup de nos profs nous disent, bah, maintenant, vous êtes des cinéphiles, vous avez les éléments pour analyser les films. Moi, en fait, je préfère poser mon cerveau devant le film Ouais. et faire un premier visionnage, bah, vivre en fait le film comme il doit être vécu, Mhm, sans forcément analyser tout ce qui se passe. Justement, moi, je trouve qu'en fait, analyser tout ce qui se passe, c'est que tu cherches une raison pour aimer le film et t'es pas emporté par le truc. mhm, Et je trouve ça dommage. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est qu'une première fois, ben, le film, je le vis à fond. Bien que sur quelques trucs, je peux me dire ah ouais, ce plan il est joli, ça c'est bien foutu. Mais je vais pas tout de suite aller chercher toute cette analyse. Et ouais. une deuxième fois, je re-regardais le film. Et là, en fait, je m'attarderai sur les éléments de mise en scène, sur tout ce qui va me dire qu'en fait, ouais, c'est vraiment réussi, quoi.
Moi, il y a deux registres un peu de mise en scène qui me séduisent. Il y a déjà les mises en scène très conceptuelles, où en fait, qui reposent un peu là-dessus. Tu l'as dit, enfin, on l'a dit, il y a The Father, Le Fils de l'homme aussi, est un film quand même vachement de mise en scène. 1917 que j'ai cité tout à l'heure aussi. Enfin, quand la mise en scène est conceptuelle, un film que en plan séquence des décors qui évoluent et qui nous font penser qu'on est à l'intérieur de la tête d'Anthony Hopkins, des films qu'on connaît, Requiem for a Massacre par exemple, où la mise en scène est centrée sur le personnage du personnage et on le quittera quasiment jamais. Il y a un film qui a été fait comme ça là cette année avec If I Had Legs, I'd Kick You, quelque chose comme ça. Qui est un film qui est pareil, est centré sur les émotions du personnage. Des fois, un film comme Saltburn aussi, où on sait que chaque plan va être une photographie et que le concept du film est d'avoir une mise en scène extrêmement léchée avec une photographie qui est vraiment sur laquelle reposent toutes les scènes du film. Wes Anderson et son cinéma symétrique. Enfin, moi, j'aime bien quand on arrive aussi à reconnaître un metteur en scène parce qu'il y a des éléments de la mise en scène qui sont, et on n'a pas besoin de les analyser pendant 45 minutes, mais en un plan, des fois sur une scène d'ouverture, on sait à quel réalisateur ou réalisatrice on a affaire. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et sinon, totalement à l'inverse. J'aime aussi les mises en scène qui sont sans artifice, impeccables, qui se concentrent sur l'essentiel pour laisser énormément de place au récit et à l'histoire d'un film. Là, récemment, j'ai vu le film Juste une illusion de Toledano et Nakache, un film où la mise en scène est parfaite, impeccable. Il n'y a rien qui déborde, juste elle nous met dans un climat et dans un décor ultra favorable pour qu'on apprécie le film sans avoir à analyser tous les détails qui sont présents dedans. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup et c'est aussi peut-être l'une des choses, l'un des arguments qui fait qu'une mise en scène est réussie, c'est quand on n'a pas besoin de la suranalyser quand elle est là et qu'elle permet à un film de respirer et de poser son cadre. Je sais pas ce que t'en penses toi, Alexandre. Ah, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Des fois, soit ouais, c'est des trucs très conceptuels. Comme disait 1917, moi je m'étais pris une. Enfin, je l'avais vu au cinéma. Ouais. Une belle claque. Franchement, une belle claque là. Enfin, presque ce plan séquence de 2 heures quoi. Enfin, Ouais. moi, ça m'a fait choqué et j'ai adoré ça. Et ouais, comme tu dis, en fait, de faire un choix qui va qu'on assume jusqu'à la fin. Et même en fait, si c'est pas forcément réussi Mhm. ou que le film te plaît, bah c'est déjà quelque chose qui marque juste par le concept. Ouais. Et, et ouais, comme tu dis, c'est ces films en fait qui décident de juste une mise en scène simple et qui du coup peuvent se concentrer et donner plus d'importance à d'autres éléments du film Mm. qui vont te marquer en fait. Est-ce que, Andrina, il y a des films, et même toi, Alexandre, des films là qui vous ont marqué par leur mise en scène, qui sont pas forcément dans votre top 4 Letterboxd, mais dans de l'analyse que vous avez pu faire derrière, ou même à une époque sur un premier visionnage, où vous vous êtes dit, waouh, putain, là c'est vraiment une dinguerie, et ça me fait peut-être passer un peu ouais, du côté aller cinéphile, parce que là, c'est un film qui m'a fait changer ma manière de voir le cinéma. Moi, je dirais La Cité de Dieu, Ouais, que j'ai vu il y a un petit moment quand même, mais qui m'avait vraiment marqué pour sa mise en scène. Dès le début, dès la scène d'intro, ouais, je l'ai adoré. Tout est beau, mais bah, c'est un peu documentaire là aussi, je trouve. aussi, ouais, bien Il y a sûr. une approche un peu documentaire et c'est vraiment un parti pris et j'ai adoré. Voilà, je dirais La Cité de Dieu, si je devais en citer un comme C'est ça. un bon exemple. Alexandre? Ouais, de mise en scène, moi je dirais Blue Velvet. Ok. Blue Velvet de David Lynch. Qui est bon, compliqué à comprendre, encore une fois, qui est encore très conceptuel et qui encore se part dans ses délires de surréalisme, en fait, qui dès le début te pose un constat et te pose une idée et en fait t'oblige à recevoir cette idée et la Mhm. suivre tout le film. On va enchaîner avec notre jeu à présent. On vous l'a teasé au début de l'épisode. On va s'attaquer à des scènes d'ouverture.
parce que des fois, elles représentent l'essence même d'un film. Elles nous permettent de aussi poser en fait, un point de départ, une clé, une première clé de lecture pour le film qu'on s'apprête à découvrir. Et des fois, ce sont des prouesses de mise en scène. L'idée, c'était qu'on a d'abord un peu sélectionné et mis un peu à plat sur la table les scènes d'ouverture qui nous ont marqués les uns les autres. Et puis ensuite, on a choisi celle au moins qu'on avait vu tous les trois. J'ai fait un bracket de manière totalement aléatoire et en fait on va tout simplement opposer des scènes d'ouverture. C'est ultra strict et des fois ça va être des scènes d'ouverture qui n'ont rien à voir, mais l'idée ça va être peut-être subjectivement de se dire ouais celle-ci elle est réussie encore plus que celle-là parce que tel est tel sujet et ensuite on va avancer tranquillement. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire 1 heure et demie dessus, mais plutôt un peu de revenir sur ces scènes d'ouverture marquantes et un peu de choisir tout simplement laquelle est notre préférée. On va commencer avec deux scènes de films d'action. Je vais opposer le soldat Ryan et Batman The Dark Knight. Donc, Alexandre, essaye de nous décrire un peu celle du soldat Ryan. Donc ouais, le soldat Ryan, en fait, on est direct immergé dans l'action, quoi. C'est une scène de 30 minutes sur la plage de... merde, c'est pas Dunkerque. Enfin, j'ai oublié quelle plage Sur les c'est. plages de Normandie. Ouais, sur la plage de Normandie, voilà, exactement. Et c'est en fait une immersion. On t'accroche pendant une demi-heure de ce combat, de cette fusillade et de cette guerre. Mhm. Et qui s'arrête pas, mais qui s'arrête pas pendant une demi-heure. Et en fait, ça t'introduit direct dans le truc, quoi. Moi, ça m'avait marqué, ouais. Moi, face à elle, je vais présenter Batman The Dark Knight, qui est une scène où le premier plan est un plan d'un mec de dos, à l'apparence du Joker, avec dans sa main un masque de clown. Et en fait, cette scène-là qui va se prolonger, c'est celle du casse, du braquage de la banque, avec tous ces braqueurs déguisés avec des masques de clown qui vont un peu se saboter les uns les autres pour récupérer un peu le magot, mais on est dans une scène avec une musique extrêmement dynamique, une scène qui nous met tout de suite dedans, une très grande scène d'action. Je trouve de commencer là-dessus, c'est vraiment un choix superbe de Christopher Nolan qui vraiment nous permet de nous mettre immédiatement dans le bain et avec l'un des personnages les plus attendus lorsqu'il s'agit de l'univers Batman, le Joker. Donc voilà, il y a la scène où on voit Heath Ledger ôter son masque, la scène où il y a le bus déjà qui rentre dans cette banque. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une scène qui m'a vraiment marqué. Je reviens sur le soldat Ryan avant de laisser un peu la parole à Adrina pour savoir laquelle des deux est la plus mémorable selon elle. Mais c'est vrai que moi, celle du soldat Ryan, quand tu l'as mis sur la table, j'étais en mode bah oui, évidemment, 30 minutes de débarquement avec autant d'intensité, de peur, de bruit. Enfin, on est vraiment et on ressent ce qu'auraient pu ressentir les Américains lorsqu'ils ont débarqué sur les plages normandes. Donc, ouais, c'est un beau duel au départ. Andrina, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, je dirais quand même celle du soldat Ryan m'a encore plus marquée Ouais. parce que, bon, déjà, je l'ai vu plus récemment, mais c'est surtout, je me rappelle avoir mis sur pause et tout parce que j'étais vraiment en mode, Hmm. enfin, c'est horrible en fait et on ressent l'horreur Ouais. du terrain enfin, sur la guerre et tout. C'était vraiment malaisant et je trouve que même d'y repenser, on peut ressentir ce malaise et du coup, je dirais le soldat Ryan. Mon vote va aussi aller au soldat Ryan. Donc, Alex, je sais pas si toi, c'est aussi Ouais, je pour pense que lui que c'est tu vois. unanime, hein. Non, ça va être unanime, je vous rejoins. On passe à donc le soldat Ryan passe un step et se retrouvera face au gagnant de Scream ou de Lao. Andrina, est-ce que tu veux nous raconter l'une des deux? Je pense que je peux faire Scream, mais le début de Scream, c'est quand elle reçoit l'appel. Oui, voilà, exactement. Oui, voilà, c'est ça. Bah, je vais présenter Scream. Parce que là-haut, Paris, ça fait un petit moment quand même. Donc, Scream, ça débute dans un appartement. On suit la personne qu'on va penser être le personnage principal, une jeune fille qui est chez Mm. elle, celle qui reçoit un appel, qui décroche. Et c'est là qu'il y a tout un mystère un petit peu étrange qui s'installe avec cet appel où il la drague un peu, mais on ne Ouais, sait pas ouais, ouais. trop. Et d'abord, il est Mais plutôt courtois cet appel, ouais.
il est plutôt courtois, il est plutôt, ouais, un peu flirty, on va dire. Chacun. Et puis il y a ce popcorn dans le fond qui arrête pas Mm. de gonfler, de gonfler, de gonfler. Donc on peut ressentir quand même la tension de la scène. Et je trouve que c'est vraiment une scène d'ouverture qui est réussie parce que bah, elle est à la fois surprenante, Mm. mais elle fait peur aussi parce que donc ouais, bon, c'est ce qui se passe après. Le tueur, bah, il arrive, etc. Donc je sais pas si j'en ai Ouais, plus du coup, mais Non, je suis d'accord. Moi, ça m'avait fait stresser. Je C'est, me c'est- rappelle, moi, la première fois que j'avais vu Scream, j'avais pas pu continuer le film après. Ah ouais? C'était ouais, il y a 6-7 ans, je l'avais regardé avec mon père. c'est- Et juste la scène d'intro, là, avec la montée en tension, avec le popcorn dans la casserole et tout. Moi, ouais, je pouvais pas. Moi, je pouvais pas. J'avais arrêté le film après. On est sur une scène culte, hein. Elle est vraiment culte, ouais, cette Ah, scène. Elle a été parodiée 100 milliards de fois. C'est vraiment une scène qui, quand on pense à Scream, on pense forcément immédiatement à cette scène du téléphone et à cette, du coup, scène d'ouverture. En face de Scream, il y a une autre scène qui est mythique. C'est la seule de cinéma d'animation qu'on a sélectionnée. Il y avait Cars 1 aussi qu'on aurait pu mentionner. Mais celle de là-haut, on pense immédiatement à cette rétrospective de toute une vie entre enfin, le vieux, le couple en fait qu'on va voir jeune démarrer, rempli de rêves et d'aventures, de rêves d'aventure, et puis toute cette vie en fait qui va se passer avec cette musique absolument exceptionnelle. Et en fait, on a une rétrospective de 5-6 minutes qui sont dès le début du film et qui ont fait chialer je pense, bon nombre de personnes dès le début. Mais c'est, voilà, pareil, maman, mamie, tout le monde y est passé. Je pense tout le monde a chialé sur les premières minutes de là-haut. Mais c'est une scène extrêmement réussie grâce à un peu à tous les codes de l'animation, arrive à émouvoir absolument tout le monde. Et pour toi, Alexandre aussi, c'est une scène qui est culte, la scène d'ouverture de là-haut. ouais, complètement. Je l'ai vu il y a très longtemps avec mon papa et ma maman. Et c'est hyper marquant, c'est hyper émouvant. C'est la première fois que j'avais vu ma mère pleurer devant un film, quoi. C'est vrai, Et ah ouais, je te jure, je regardais à ma gauche là, ma mère, je disais putain, mais dès ça, le maman et départ. tout. Même moi, j'étais au bord des larmes, mais ouais, c'est hyper fort ça. Enfin, après, tu décroches plus, quoi, et c'est hyper chaleureux. Après, Hmm. c'est un truc de fou, quoi. Alexandre, quel est ton vote entre Scream et Lao sur la scène d'ouverture, hein, on parle de Vote très subjectivement va partir pour là-haut. pour Lao. Toi, Andrina, moi aussi pour là-haut. pour Lao. Eh ben, allez, je vais aussi partir sur Lao, même si celle de Scream est extrêmement réussie. Ce sera Lao qui sera opposé tout à l'heure au soldat Ryan. Voilà, mélange de genres, c'est là où ce braquet Ouais, n'a plus aucun sens. C'est quand on va ouais. Ouais, choisir entre ces deux scènes-là. De prochain duel, nous avons La Cité de Dieu et nous avons Anatomie d'une chute. Pareil, deux scènes très différentes. Andrina, parle-nous de celle de La Cité de Dieu. Donc La Cité de Dieu, ça commence en caméra épaule, donc c'est filmé bah, comme un documentaire. On va venir zoomer sur un poulet Ouais. bah, qui se fait déplumer, qui va se faire manger, quoi. Mm. Et en fait, ce poulet, il va s'enfuir. Et C'est un, donc on va ch- le ouais, c'est ça, courir c'est un champ contre champ ça, en entre fou. un poulet qui regarde un autre poulet se faire C'est déplumer. ça. C'est ça. Et donc on est un peu à la hauteur du poulet, mais il y a quand même des zooms qui sont très artificiels, comme si on était observateur de cette scène. Et ensuite, le poulet, bah, il s'enfuit. Et donc, ça va partir dans une course-poursuite, entre guillemets, avec ce poulet-là. Et cette scène d'ouverture, je l'ai trouvée vraiment géniale. Elle annonce la couleur, le Mm. thème, enfin, le parti pris du film. Et j'ai adoré, du coup. Ils vont se retrouver face du coup au personnage principal. Je n'ai plus le nom Ouais, du personnage. après, du coup, c'est Qui après. va être face à ce poulet et qui, en voulant le récupérer, il va y avoir les policiers qui vont arriver derrière et il va être entre Oui, les deux groupes armés. Et ensuite, on a une espèce de plan de caméra absolument exceptionnel à 360 degrés oui, qui nous font aller sur... et là, à ce moment-là, le personnage raconte son enfance et le film démarre. Mais c'est vraiment 4 minutes où en plus dans le montage, qui est celui même du réalisateur, on a vraiment ce truc très coupé, très saccadé, avec le poulet qui se fait plumer, les armes, les machins. Enfin, on a un truc ultra rythmé
qui est l'essence même de la Cité de Dieu. Et ouais, moi aussi, tu vois, quand t'as cité ce film, je me suis dit, attends, punaise, c'est quoi déjà? Je suis allé la revoir et j'ai fait, bah oui, évidemment. Genre, elle est Ouais. trop dingue. En Ouais. face d'elle, on a Anatomie d'une chute. Gros Euh, morceau. comment? Gros morceau aussi, ouais. Ouais, gros morceau parce que la scène d'ouverture est quand même une scène très très importante dans le film, avec cette musique de 50 Cent, cet entretien qui est interrompu. On a en fait une espèce de tension, on sent en fait ça pose aussi toutes les bases. Le tout premier plan avant même l'interview, c'est une balle qui tombe d'un escalier et le chien enfin, qui va pour aller chercher de cette balle en bas de l'escalier. Et on a cette caméra aussi à hauteur d'animal et cette balle qui un peu représente aussi, c'est un clin d'œil au thème de ce film. Et ensuite, on a évidemment cette musique qui va... Moi, quand j'ai vu ce film-là au cinéma, cette scène m'a marqué parce que cette musique était tellement forte et on ressent la même gêne que les personnes qui se font interviewer, que Sandra Hüller est l'intervieweuse. Et ça en est dérangeant. Vraiment, on est là, on se dit, arrêtez, je suis dans le film et cette musique est tellement, tellement forte au ciné que c'est vraiment, vraiment éreintant et ça nous agace parce qu'elle dure longtemps et on a du mal à comprendre. Et en fait, c'est vraiment comme si on était à la première personne. Et ça va être Ouais. vraiment l'une des scènes marquantes de ce film. Alex, tu peux réagir à ces deux scènes et ensuite nous donner ton vote. Ouais, bien sûr. Bah, pour continuer sur Anatomie d'une chute, justement, moi je trouve qu'en fait, tellement le son est fort enfin, c'est surtout PIMP de Mm, 50 Cent, on comprend qu'il y a une importance à cette musique dans la mise en scène. Et en fait, quand on comprend, enfin, quand on voit que le fils revient de la balade avec le chien dehors là, et ouais. que la musique est tue, bah, en fait, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, on sait qu'il y a un problème. C'est limite, c'est évident. Et c'est ça que je trouve ça génial dans la manière de gérer le son. Mhm, Et là où on voit le père complètement ensanglanté, mm, mort, quoi. Et La Cité de Dieu aussi, gros morceau, je l'ai vu au ciné l'année waouh. dernière pour la première Ouais. fois. Incroyable. Euh, Complètement délire. Ouais, complètement délire. Scène d'intro, tout le film m'avait marqué. Et la scène d'intro, en fait, reflète tout le film. Mm, C'est ça que je trouve génial. Et tu as ce parti pris du film, de cette scène d'intro qui va raconter tout. Et enfin, c'est le réal. De l'anecdote que j'avais vue il y a quelques mois sur les réseaux, c'est que, ou non, je crois que je l'ai vu au film, à la projection à l'UGC, il nous l'a dit. C'est que le réal, du coup, il a fait ses repérages, il était allé dans mm, Mm. dans cette cité, du coup, dans la cité des Ouest. ouais. Et en fait, c'était fait littéralement aborder Mm, en entrant dans la cité par le gosse, je ne sais plus comment il s'appelle, mhm, mais qui est important dans le film, qui lui a pointé le gun sur la tempe, ouais. en fait, dans la vraie vie. Et c'est ça qui l'a inspiré pour la fameuse scène où tu as le gosse qui est comme ça, là, enfin l'affiche, quoi. Ouais. Ça s'est passé dans la vraie vie. Et C'est il s'est dit, Zé. waouh, Zézé, voilà. Et il s'est dit, bah, en fait, je vais quand même faire ce film. Et ça l'a inspiré. Il est temps de choisir. Quel est, toi, ton vote, Alex? Mon vote va partir pour La Cité de Dieu. Ok, moi ce sera, en termes de scène d'ouverture, ce sera Anatomie d'une chute et Andrina, tu vas donc trancher. Alors, moi, je pense que... Ah, mais c'est dur, je réfléchis depuis tout à l'heure parce que c'est très différent. C'est très, Ouais. très différent. Mais je pense c'est subjectif, mais la cité de Dieu pour moi aussi. Oh, ça! La Cité de Dieu. Et face à la Cité de Dieu, on aura un duel, juste Damien Chazelle. On n'a pas, j'ai pas pu en mettre qu'un seul parce que Whiplash et La La Land sont les deux films que j'aimerais qu'on aborde sur les scènes d'ouverture. Je vais laisser Whiplash à Andrina et La La Land à Alex. Vas-y, commence Andrina avec Whiplash. Donc, Whiplash, ça s'ouvre dans... Ben, en fait, la première chose qu'on voit et qu'on entend, donc on voit c'est le couloir et ce qu'on entend, ben, c'est la batterie. Du coup, Mhm, directement, on comprend que on est face à un film sur la musique et sur une personne qui fait de la musique. Tout est sombre, c'est mhm, le soir, on comprend qu'il n'y a plus personne, on ne sait pas trop où c'est, mais on suppose que c'est dans une école. Et donc, on entend quelqu'un jouer de la batterie, on entre, la caméra, elle avance lentement, c'est assez mystérieux au début. ouais. Et donc ensuite, on voit ce batteur s'acharner seul sur une batterie. On comprend ben,
il est caractérisé, ce personnage, il est passionné, il Mm. s'acharne, il fait du beau travail, etc. Et ensuite, il y a l'apparition donc de... J'ai oublié son nom. J.K. Mais Simmons, l'acteur en tout cas. voilà, du personnage de J.K. Simmons, donc qui arrive, sévère, etc., enfin, il fait peur, quoi. On n'a pas envie de Ouais, se grave. et, euh, et donc, on comprend directement après l'enjeu du film sur qu'il va vouloir intégrer cette troupe et qui va consacrer sa vie à la musique, au jazz. Ouais. On a un peu ces couleurs, déjà, cette photographie très jaune, très verte, Mm. qu'on voit directement dans les premières minutes du film. Et en fait, on a à la fois, comme tu l'as dit, ces deux éléments-là, la musique, et puis on a déjà un climat de tension Ouais, c'est ça. dès la première scène de Whiplash. Alex, parle-nous de la séquence des bouchons de Los Angeles avec La La Land. Ouais, La La Land, qui est resté très longtemps dans mon top 4 Mhm. avant qu'il soit remplacé. Mais ouais, la scène d'intro, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué du film. On commence le film direct, en fait, même avant qu'on voit la scène, Mhm. quand il y a encore Cinémascope, etc., Mhm. les partenaires, on entend le bruit du klaxon qui, peu à Ouais. peu, s'étouffe pour laisser place à plusieurs voitures qu'on voit en travelling Mhm. latéral sur chacune des musiques de chaque voiture, donc tout le monde différent, etc. Et là, on arrive directement, on centre direct dans la comédie musicale Mhm. avec cette femme qui chante, je ne sais plus le nom It's Another Day of précisément, Sun, je crois que c'est. C'est ça. Another Day of Sun. Et direct, elle sort de la voiture et elle commence à danser. Et là, on part sur un plan séquence de 8 minutes, je crois, ou Ouais, c'est un 8-9 truc de minutes. barjo. Un Mm. truc de délire. Tout est mis en place déjà, la comédie musicale, le choix des couleurs, Ouais, les couleurs. euh, les couleurs différentes qu'on voit, les cascades, cette joie de vivre dedans. Mhm. Et en fait, de plus en plus, on s'étend vers le ciel. Et là, putain, mais tu vois Mhm. toute la route, tu vois, mais il doit y avoir quoi 150 voitures de bloquées dans les bouchons. Enfin, tu Ouais, te dis, ouais, mais ouais, minimum. c'est possible, c'est un délire, quoi. C'est un délire et tout est coordonné. T'as littéralement 150 mètres Mhm. de plan de prise de vue où au même timing, tout le monde rentre dans la voiture, sort, Ouais, etc. Enfin, ouais, c'était un délire. c'est C'était un un délire. délire. Complètement. Alors, quel est ton vote, Andrina? Moi, La La Land. Sans hésiter, même si elle est très réussie, la scène d'ouverture de La La Land. Ouais, moi aussi, La La Land, sans hésiter. Je rejoins. Ah, tu Mm. rejoins? Donc, on a La La Land qui passe le prochain tour. Donc, ça va aller plus vite maintenant parce qu'on n'a plus besoin de représenter toutes ces scènes. Mais on a du coup dans un première demi-finale, pardon, le soldat Ryan versus Lao. Donc là, je vais vous demander vos votes et de les justifier maintenant. Alex, vas-y, je te laisse commencer. Ok, ouais, en vrai, c'est compliqué pour moi, ça. Mais je dirais là-haut. Ouais, je vais rester sur le côté très émotionnel et subjectif Ok. des moments marquants dans le film et marquants dans ma vie aussi. Et, Cette scène pour la première fois que je l'ai vue. eh bien moi, je vais laisser Andrina aussi trancher parce que moi, je vais plutôt Ah, utiliser le côté objectif, l'objectivité de quelle est la scène la plus mémorable. Alors moi, évidemment, j'ai plus grandi avec Lao que le soldat Ryan et c'est une scène qui m'avait vraiment marqué. Mais je trouve que la scène d'ouverture du soldat Ryan est tellement genre le cinéma, c'est tellement le cinéma que je vais ouais. aller sur le soldat Ryan. Et du coup, Andrina, ça va être à toi de trancher, de justifier pourquoi tu as fait ce choix. C'est dur parce que c'est très différent et ça aurait été bien d'avoir un film d'animation dans la compétition, mais je vais aussi partir sur le soldat Ryan parce qu'elle m'a tellement marquée. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai dû mettre sur pause. Elle fait ressentir beaucoup de choses et c'est pour ça que je vais partir sur le soldat Ryan aussi. Tu vas pas perdre la main puisque entre La Cité de Dieu et La La Land, je vais te demander de trancher, de choisir. C'est pas toi qui vas trancher d'abord, mais quelle est ta préférée, enfin celle que tu choisis et pourquoi? Alors, non, ce sera La La Land pour moi. Déjà, il est dans mon top 4. C'est un de mes films préférés que j'arriverai jamais à enlever, je pense. Mhm. Et j'adore enfin, la musique, les couleurs, le choix, enfin, tout est parfait, j'ai l'impression. Elle est...
Elle est géniale cette scène d'embouteillage, et c'est pour ça que je vais choisir celle-là. J'adore. C'est une de mes scènes d'ouverture préférées, je pense, du cinéma, donc La La Land. Alexandre? Ouais, pareil, je vais partir du côté objectif. Enfin, la meilleure pour moi est La La Land, même si overall, je préfère La Cité de Dieu que La La Land, Ouais. mais la scène d'intro de La La Land, c'est vraiment quelque chose. Eh bien, moi aussi, je vais vous rejoindre. Les deux, hein, La Cité de Dieu et La La Land sont dans mon top 15 all time. C'est vraiment deux de mes films préférés de tous les temps. Mais la séquence de La La Land, c'est tellement beau, c'est tellement du travail. Ce plan séquence, ce clip en plan séquence avec autant de figurants, autant de décors. Et puis la musique, elle est genre juste géniale aussi. Donc, ouais, ce sera La La Land qui sera du coup opposé au Soldat Ryan pour savoir quelle est la meilleure, selon nous, hein, selon cette petite sélection de 8 films, hein. On n'a pas dit qu'on a vu tout le cinéma, mais Mm. parmi ces 8-là, quelle est pour vous la meilleure scène d'intro? Allez, Alex, tu vas te mouiller d'abord. Allez, c'est parti. Mon choix est déjà fait. Et je vais partir sur le soldat Ryan, Ok. quand même, parce que, comme disait Andrina tout à l'heure, on passe par toutes les émotions. De la peur, de l'empathie, de la tristesse, on passe par toutes les émotions. Et, pardon, c'est aussi un moment marquant de notre histoire et de l'histoire du monde, Mm. et qui a été franchement hyper bien retranscrit au cinéma et mis en scène pour essayer de ressembler plus ou moins à ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est hyper bien fait, quoi. Très bien. Un vote pour le soldat Ryan. Andrina, à toi. C'est difficile parce que c'est deux scènes d'ouverture qui sont des prouesses Mm. techniques, mais pour moi, ce sera La La Land quand même, parce que Ok. vraiment, je la trouve magnifique et je pourrais la regarder 10 000 fois sans jamais m'en lasser, quoi, c'est sûr. Et la façon dont tous les figurants sont coordonnés, enfin, tout est coordonné, les couleurs. En fait, le film, on pourrait presque le résumer Mm. par ce genre de scène, et c'est pour ça que je vais partir sur La La Land. Donc c'est moi qui vais devoir trancher. T'as donné un bel argument, je trouve, Andrina, le côté où c'est une scène que tu pourrais revoir plusieurs fois. Mm. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Mais je pense que je vais quand même donner la voix au soldat Ryan. La La Land est un très beau second. Euh, Ouais. Alexandre qui fait comme si c'était lui qui avait réalisé le film. Mais La La Land est un magnifique second et mérite cette place en finale. Mais Ah, je trouve que je veux pas faire trop offense au soldat Ryan et peut-être pour les fans du cinéma de Spielberg aussi. La meilleure scène d'introduction, je trouve la meilleure opening scène, c'est ces ouais, 30 minutes de Soldat Ouais. Ryan qui sont absolument dingues, qui sont marquantes pour tout le monde. C'est vrai que ça te met dans un sentiment où en fait le film te cueille dès le début, voire tu te dis, ouah, punaise, si c'est cette intensité pendant 2h30, je vais peut-être pas tenir. Heureusement ah aussi ouais, grave. d'ailleurs que le film est beaucoup plus calme ensuite, qu'on attend en fait la deuxième tempête. Mais ces 30, ouais, ces bonnes 30 premières minutes de film, moi je l'ai vu au cinéma pour la première fois aussi. C'est marrant parce qu'on parle de séances un peu cultes. Toi, tu t'es fait La Cité de Dieu au cinéma. Moi, c'est Le Soldat Ryan que j'ai rattrapé l'année dernière, que j'avais jamais vu. Et de la faire au cinéma, c'est quand même quelque chose. Ah, c'est Cette scène clair. d'ouverture. Donc voilà, ce sera Le Soldat Ryan qui sera premier et qui va gagner ce tournoi des meilleures intros de films. J'espère que ce podcast et ce premier acte vous a plu du podcast en 4 actes. Pour le coup, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode de ce format éphémère de 4 épisodes avec Andrina et Alexandre. Merci à vous deux. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Allez, à la semaine prochaine, les petits loups.